Bien. Alors, on va suivre évidemment la situation au moment de la dispersion, mais si vous nous rejoignez 18h10, un aperçu général de la situation. Les manifestations, les grèves et les violences, que s'est-il passé précisément aujourd'hui? Qu'est-il en train de se passer? Et quelles conclusions faut-il en tirer? C'est la question que je vais vous poser. D'abord les faits, voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, moins de monde dans les rues, globalement, aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas partout? Oui, partout, l'affluence est en baisse, David. On est loin des records du 7 mars, loin aussi des niveaux de jeudi dernier. On a compté par exemple 11 000 personnes sur le Vieux-Port ce matin. C'est 5 000 de moins que jeudi, 3 fois moins qu'il y a 3 semaines. Moins de monde également à Nantes, 18 000 personnes. Ils étaient 25 000 jeudi, un tiers de moins également à Rennes avec 13 600 personnes ou à Brest, 12 000 manifestants. Presque moitié moins de monde également à Bordeaux avec 10 000 personnes. À Clermont-Ferrand, 11 000 personnes ont défilé dans les rues, 1 500 de moins que la semaine dernière. Même constat également dans les villes moyennes où on se mobilise beaucoup depuis plus de 2 mois. Il y avait moins de monde, par exemple, dans les rues de Bourgoin-Jallieu, avec 2200 manifestants, 6500 manifestants à Orléans, 5700 à Tours. On a compté également 3000 personnes à Alès, 2700 à Valenciennes. Dans toutes ces villes, on est sur des niveaux parmi les plus faibles depuis plus de 2 mois. Et puis il y a Paris également, où on attend les chiffres d'une minute à l'autre. Mais de toute évidence, les vues aériennes et au sein des cortèges suffisent à montrer qu'on est loin du chiffre record de jeudi. Mais les syndicats refusent de parler du chant du cygne. Écoutez Laurent Berger et Philippe Martinez aujourd'hui. C'est une mobilisation qui est encore très importante, qui est en baisse par rapport à jeudi, mais ce n'est pas une surprise parce que depuis le début de la mobilisation, il y a des journées plus hautes et des journées plus basses. Je vois qu'il y a encore du monde, enfin ici à Clermont, et donc la mobilisation est toujours aussi importante. On annonce beaucoup de jeunes comme jeudi dernier, ça prouve que le mouvement ne s'essouffle pas et que la détermination est toujours aussi importante. Fait notable également, on le disait il y a quelques instants, les scènes de violence ont donc été moins nombreuses. Oui, globalement, la tension est redescendue. Quelques incidents tout de même. À Rennes, par exemple, 300 Black Blocs sont rapidement passés à l'action en début de manifestation. Commerces et agences bancaires brisées, poubelles et mobilier urbain incendiés. La bataille rangée avec les forces de l'ordre a aussi repris. 14 policiers ont été blessés selon un bilan provisoire et 6 personnes ont été interpellées. Des heurts également à Nantes, regardez avec cette agence bancaire en feu. À Saint-Étienne également, une dizaine de manifestants s'en sont pris à la permanence du député Renaissance Quentin Bataillon. À Lille, c'est une trentaine d'opposants à la réforme qui ont muré la maison de la députée Renaissance Violette Spilbou, alors même que sa fille était à l'intérieur. Mais rien à voir donc avec les scènes de chaos enregistrées dans une dizaine de villes jeudi dernier. Visiblement, aujourd'hui, les casseurs sont restés chez eux, peut-être d'ailleurs dissuadés par le dispositif de sécurité renforcé. Voilà, la plupart d'entre eux, en tout cas, sont restés chez eux. D'un coup d'œil, on revient en direct à Paris, où le chiffre vient d'être donné, 23 interpellations à l'heure qu'il est à Paris. Alors, 23 interpellations, c'est pas beaucoup par rapport à jeudi dernier. On est, si ma mémoire est bonne, dans un chiffre 3 à 4 fois inférieur à ce qu'il était à Paris. On était sur 400, un peu plus de 400 sur l'ensemble de la France, je crois. Là, ça dit clairement que le niveau de tension est effectivement retombé et ces images nous montrent que la dispersion est en cours et, semble-t-il, pour de bon. C'est-à-dire que cette fois, le retour au calme est en train de s'opérer. Et puis, en parallèle, Quentin, il y a une grève emblématique qui touche à sa fin, celle des éboueurs. Oui, la grève est suspendue, annonce la CGT à Paris, après plus de 3 semaines de blocage, notamment des 3 incinérateurs parisiens qui ne fonctionnaient plus depuis plus de 3 semaines. Il reste un principal point de blocage aujourd'hui, c'est le secteur pétrolier. Regardez, sur les 7 raffineries de métropole, 2 seulement expédient du carburant, celle de Fos-sur-Mer, vous le voyez également, celle de Gonfreville en Normandie, et cela grâce aux réquisitions de l'État. Tous les autres sites sont à l'arrêt, les expéditions sont suspendues. Résultat, aujourd'hui, 15% des stations-service en France sont en pénurie d'au moins un carburant. Merci Quentin. J'ajoute quelques chiffres concernant les grèves plus globalement.
SNCF, on était à 16,5% à midi, c'était 25% jeudi dernier. Les enseignants, on est à 8,4%, c'était 21% jeudi dernier. EDF, entre autres, par exemple, 21%, 21,5% aujourd'hui, on était à 25,5% jeudi dernier. Alors ma question, elle s'adresse à vous tous, et en quelques mots pour ouvrir ce débat, le mouvement social est-il en train de marquer le pas? Est-ce qu'on est en train d'en sortir? Ou bien, comme on est habitué à des ressacs et à de nouveaux démarrages, est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent, Jérôme? Il faut être beaucoup plus prudent. Là, vous ne me laissez pas le choix, évidemment. Non, il est clair que ça marque une étape très importante. Il y a un épuisement de la lutte, qui ne signifie pas du tout que les problèmes soient du monde résolus entre les centres de pouvoir, le pouvoir et les syndicats, le pouvoir et les Français. Ça, c'est pas du tout résolu, je pense que nous en reparlerons. Mais il y a un épuisement dans la lutte, on ne peut pas en permanence faire grève, on ne peut pas en permanence manifester, c'est clair. L'éminent spécialiste que vous recevez ici nous a donné des informations intéressantes, c'est-à-dire qu'il faut savoir gérer une manifestation quand il y a eu des violences et des débordements la dernière fois, des troupes plus aguerries au moment de la fin de la manifestation et avant la dispersion, et un lieu de dispersion qui favorise beaucoup plus facilement le contrôle par la police. Arriver place de l'Opéra est une stupidité, vu les configurations des lieux, toutes les petites rues autour. Arriver place de la Nation vous assure un contrôle beaucoup plus important. En revanche, et puis je suis un peu surpris que la CGT annonce la fin de la grève des éboueurs en même temps que la fin de la manifestation. Ça n'encourage évidemment pas la lutte, même si tous les Parisiens vont se réjouir quand même que les tas de poubelles vont se réduire. Il restait très peu de grévistes en fait chez les éboueurs. Il restait très peu de grévistes, petit nombre de grévistes, très grands effets. Mais c'est vrai qu'on parlait de 6% de grévistes à Paris en moyenne. Oui, mais il suffit d'avoir un petit nombre de grévistes pour torpiller tout le système. C'est ça l'intérêt de la grève, bien sûr. Dernière chose, avant de céder la parole à mes collègues, bien sûr, ce qui reste très inquiétant, c'est les menaces sur les élus, l'attitude envers les élus. L'incident, plus que l'incident, c'est-à-dire la maison murée, même si ça n'est que pour quelques heures, de la députée Renaissance de Lille, Violette Spilbou, dont la fille était à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui témoigne que les règles minimales de la démocratie sont atteintes et du coup, il faut y faire très attention. Les élus doivent avoir la liberté de leurs attitudes, la liberté de leur vote et ils ne doivent pas vivre dans la peur. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie, il faut bien y penser. Mais d'un mot, Jérôme, je retiens que pour vous, le mouvement social pourrait très bien se relancer. On entendra l'intersyndicale tout à l'heure qui décidera de ce qu'il en est dans les jours qui viennent. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Non, mais vous dites qu'il n'y a pas de conclusion définitive à tirer. Non, mais il y a un épuisement de la lutte. D'accord. Un épuisement de la lutte. Mais en revanche, aucun problème de fond n'est réglé. Voilà. D'accord. Mais vous pensez malgré tout que la manifestation, la grève sont en train de s'épuiser. Voilà. Et vous, Mathilde ? Il y a eu plusieurs étapes, effectivement, dans cette contestation sociale. Déjà, ça fait 2 mois qu'elle dure. 10e journée, donc effectivement, c'est long. C'est des pertes de salaire aussi pour les salariés et les travailleurs qui manifestent. Les syndicats espéraient qu'à la suite du 49.3, il y ait une espèce de relance du mouvement qui puisse d'ailleurs porter sur des revendications plus larges que les retraites, peut-être sur le mode de gouvernance, de gouvernement, etc. On voit aujourd'hui que effectivement la mobilisation marque le pas. Les violences qui avaient été quelque peu annoncées ne sont pas aussi importantes et il faut s'en réjouir. Peut-être aussi que certains, tout simplement, étant donné ce qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur hier, prévoyant des troubles importants à l'ordre public, se sont dit finalement on ne va pas aller manifester. On avait vu ces manifestants parfois venus avec des jeunes enfants en poussette, etc., dans un esprit bon enfant. Après ce qui s'est passé aussi samedi à Sainte-Soline, on se dit voilà, peut-être qu'il vaut mieux ne pas rejoindre ces cortèges de peur qu'il y ait un incident. Mais quand on s'est parlé tout à l'heure, vous me disiez ils se sont plantés systématiquement dans leurs prévisions. C'est-à-dire qu'avant jeudi, j'estimais que bon, oui, ça pouvait être un peu chaud, mais que ça allait quand même se passer plutôt bien.
Là, attention, on prévoit vraiment quelque chose de terrible, et puis finalement, c'est pas le cas. Mais y compris sur les chiffres, hein, d'ailleurs. Y compris sur les chiffres. Territoriaux. La semaine dernière, c'était trompé, et là, on n'a pas encore effectivement la mobilisation sur le territoire, mais c'est vrai que c'est une mobilisation, un mouvement qui est très difficile à appréhender. Alors, 93 000 personnes ont manifesté à Paris, d'après la préfecture. Je rappelle qu'on était à 110... Ça reste très haut. Ça reste haut. Hein. Très haut. On était à 120 000 personnes jeudi. On est à 93 000 personnes. Donc c'est une baisse de 25%, mais ça reste malgré tout un chiffre important. Dominique, votre sentiment à vous, est-ce que vous imaginez, vous, un mouvement social, donc de grève et de manifestation, qui puisse repartir? Alors, je ferai la distinction entre les grèves et les manifestations. Il y a une chose qui est incertaine, c'est l'avenir des manifestations, parce qu'effectivement, il y a eu des hauts et des bas. Sur les grèves, ça me semble plus net qu'il y a un mouvement de grève qui ne s'est pas enclenché depuis le début, en dehors de quelques points très précis, mais la France n'a jamais été à l'arrêt. Souvenez-vous, on nous avait dit le 7 mars, la France sera à l'arrêt. Elle ne l'a jamais été. Du côté des manifestations, il faut quand même noter que c'est la 5e. Il y en a eu le 7 mars, le 11 mars, le 15 mars, le 23 mars et donc ce 28 mars. On peut imaginer que le 28 mars, dont une le samedi, mais on peut imaginer, et c'était évoqué par les uns et par les autres, qu'il y a un effet pouvoir d'achat. Quand vous êtes à 4 ou 5 jours, demi-journée, disons. C'est la 10e journée. Hein, c'est la 10e. Oui, mais je parle du mois de mars. Sur une paye, un salaire du mois de mars, quand on vous enlève 4 demi-journées, ben ça commence à faire. Il y a peut-être... voilà, il y a cet effet-là. Manifestement, et on y reviendra plus longuement, tout le monde attend le Conseil constitutionnel maintenant pour savoir ce qui va se passer. Du côté des grèves, les boueurs, c'est très frappant parce que c'est formidable, la déclaration du responsable CGT qui dit « Nous n'avons plus assez de grévistes ». Et on savait qu'il y avait 5 ou 6% de grévistes. Il y en avait très peu. Donc ça veut dire qu'il y en a quasiment zéro maintenant. Il faut savoir que dans les raffineries Total, par exemple, à 16h, il y avait très précisément 172 grévistes. Dans toutes les raffineries Total. Sur 2662 salariés. Donc qui bloquaient une partie des stations-service en France. Vous parliez d'effet de levier tout à l'heure. Un nombre très réduit de grévistes chez les éboueurs et un effet maximum du côté des raffineries, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas à critiquer, c'est l'effet classique de la grève, c'est fait pour ça, gêner le maximum de monde avec le moins de personnes possible. Mais il faut simplement rappeler les chiffres tels qu'ils sont. Vous êtes souvent renseigné aux meilleures sources, est-ce que ce soir, à Matignon, à l'Élysée, on est soulagé? Je pense que... En fait, non, je ne sais pas. À cette heure-là, je ne sais pas. En revanche, je me souviens que jeudi dernier, il y avait un espoir fondé sur les prévisions des renseignements territoriaux que ce serait des manifestations entre 600 et 800 000, je crois, et ça s'est terminé à 1,1 million. Donc là, ce matin, ils anticipaient encore un mouvement assez haut, et on voit que la lame est basse, donc je crois que tout le monde est un peu perdu. L'art de la prévision est très difficile. Mais on imagine effectivement, on attend que vous receviez vos textos, puis Adrien Gindre va nous rejoindre dans quelques instants et il nous donnera l'état d'esprit, l'humeur à l'Élysée et à Matignon ce soir. Pour vous, Denis, est-ce que cette journée marque une forme de tournant? Je pense que j'avais dit ici, au risque de me tromper, d'ailleurs j'ai craint de m'être trompé, que cette réforme finirait par passer. Et il me semble que c'est ce qui est en train de s'observer, parce qu'il n'y a jamais eu véritablement de crise sociale. À quoi on reconnaît une crise sociale? Il y avait du monde dans les rues quand même. Oui, mais une crise sociale au sens où il y a une crise politique très forte. Mais le signal de la crise sociale, c'est par exemple la grève générale. Voilà. Lorsqu'au lendemain de la libération, on a voulu faire passer la retraite de 65 à 67 ans, à l'époque l'espérance de vie était de 60 ans, il y a eu une grève générale et au bout de quelques jours, le gouvernement a cédé. Or, nous n'avons jamais connu cela. On est rentré dans une confrontation entre les syndicats et le gouvernement, et cette confrontation, c'était une confrontation du tout ou rien. On gagne par chaos ou pas. Le gouvernement retire sa loi ou pas. Or, les institutions de la République sont fortes, et depuis que le 49.3 est passé, c'est-à-dire depuis que la loi est passée, il me paraît assez naturel que la mobilisation s'épuise. Et d'ailleurs, si vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez que depuis le départ, l'opinion est très hostile à cette réforme. Qui voudrait travailler plus? Mais que l'analyse que l'opinion fait de la capacité qu'ils auraient à faire reculer le gouvernement s'effrite.
de plus en plus, l'opinion est convaincue que cette loi va passer. Donc ça veut dire que ça pénètre plus ou moins dans les esprits. Donc je prends à nouveau un risque en disant qu'il me semble qu'on est sur une trajectoire d'affaiblissement progressif des grèves, c'est évident, et des manifestations certainement. Vous savez que ce que vous dites, Denis, c'est pas en phase avec la tonalité générale qu'on entend dans les médias, y compris depuis quelques jours, où on entend, attention, l'épreuve de force durcit, ça va être de plus en plus compliqué. Mais parce qu'il me semble qu'il y a deux choses qui sont distinctes. Il y a la confrontation sociale sur la question de la réforme et la confrontation politique. Et en effet, on le disait tout à l'heure, on a des forces politiques d'opposition au gouvernement qui n'ont pas manifesté un souci de responsabilité, de coopération et de négociation très fort, qui ont été très jusqu'au boutiste, très violents dans leur expression. Et c'est ça qui a donné le sentiment d'une crise politique très forte. Mais du point de vue de l'état social du pays, et une fois encore, le bon indicateur, c'est la grève. Lorsque les gens refusent obstinément une mesure, c'est par la grève qu'ils le manifestent. On n'a pas connu ça. Donc il me semble, je vais encore peut-être me tromper, mais il me semble qu'on est sur une phase de baisse progressive de la mobilisation sociale. Ça laisse entière la question politique. On y viendra dans un instant. Mais enfin, voilà, c'est important de vous entendre, parce que tous, vous êtes quand même sur l'idée que cette journée marque pas forcément un tournant, mais marque une inflexion vers l'épuisement. Vous utilisiez ce terme. Mais ça veut dire que jeudi dernier, c'est effectivement une journée qui avait surpris. Jeudi dernier, c'était la première journée de mobilisation après le rejet de la motion de censure à 9 voix près seulement. C'était une sorte de feu de paille. C'est une sorte de feu de paille. Ce qui est vrai, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que il y a une forme d'épuisement. L'affrontement est toujours là, en vérité. C'est ça. Nous cherchons. L'affrontement est toujours là. Le pouvoir va probablement effectivement obtenir gain de cause sur le fait que la loi va être définitivement votée et adoptée. C'est la saisine du Conseil constitutionnel qui nous le dira. Reste la question du référendum d'initiative partagée qui pourrait relancer beaucoup de choses, mais nous en reparlerons peut-être. L'affrontement, il est toujours là. La relation du pouvoir aux Français est posée dans des termes nouveaux à l'issue de cette crise. Donc, finalement, les institutions sont solides et quand un pouvoir veut, il passe ce qu'il veut avec un 49.3, dont la Première ministre depuis a dit qu'elle ne l'utiliserait plus hors texte financier, ce qui est quand même une grande première sur la Ve République. Jérôme, surtout si elle l'a dit sans avoir l'aval du président de la République, ce qui semble être le cas. Vous êtes sûr de vos informations ? Il semblerait que le président de la République ait apprécié assez modérément cette initiative. Oui, ça n'annonce pas un long bail pour la Première ministre restant en place, parce que si effectivement elle décide que les articles de la Constitution ne s'appliquent plus, sans que ça ait fait l'objet d'une décision concertée avec le président de la République, garant des institutions, excusez-moi, nous serions dans une énormité, là. Bon. Je vous remercie, Jean-Paul Nascimento, d'avoir été avec nous. Et on se quitte avec ces images qui sont réconfortantes. Ne boudons pas notre plaisir. On retrouve ces ambiances de manifestations qui se terminent. Il y a eu quelques incidents, on l'a dit, mais la dispersion se déroule maintenant normalement. Et on retrouve ces ambiances, je ne dirais pas de kermesse, mais ces ambiances assez sereines qu'on a connues pendant les 8 premières journées d'action, c'est-à-dire où on peut manifester tranquillement, on peut dire ce qu'on pense tranquillement. Merci beaucoup Jean-Paul Nascimento. Merci. Et c'est donc Adrien Gindre qui nous rejoint. Bonsoir Adrien. Avez-vous, vous, des retours de l'état d'esprit, des quelques réactions, des quelques sentiments qu'il peut y avoir au sein de l'exécutif ce soir, au vu de ces images à Paris et ailleurs, moins de manifestants, moins de grévistes, une grève des éboueurs qui se termine à Paris? Alors je pense qu'il faut, comme vous venez de le faire David, employer le pluriel, et ça me frappe encore davantage aujourd'hui que lors des journées précédentes, parce qu'on est rentré dans une phase de confusion, y compris pour l'exécutif, à tel point qu'en fonction de l'interlocuteur, vous avez des lectures qui sont très différentes, parfois au sein même d'un ministère ou d'un palais, comme c'est le cas à l'Élysée. Le point d'interrogation des contacts que j'ai eus aujourd'hui me semble être sur la petite différence qui pourrait apparaître entre la province et Paris. Je m'explique. La baisse en province est nette, est claire et sans ambiguïté. Ce qui peut laisser penser, en effet,
qu'à l'échelle du pays, on a un essoufflement. En revanche, sur le cas de Paris, il faudra regarder quelle est l'ampleur du différentiel quand on aura l'intégralité des chiffres. Pourquoi ? Parce que Paris peut aussi mobiliser ceux qui restent encore les plus politisés, les plus syndiqués, les plus mobilisés et les plus susceptibles de poursuivre le mouvement dans la durée. Et c'est en cela, en fait, qu'est la difficulté. C'est que si ces mouvements, certes d'une moindre ampleur, se poursuivent avec de nouvelles journées d'action et des militants qui, sans être forcément violents, restent très convaincus et très engagés dans ce combat, un essoufflement ce soir ne suffirait pas à régler et à achever définitivement le conflit. Par ailleurs, et j'en terminerai là, une fois qu'on a dit le mouvement s'essouffle, que peut dire l'exécutif de plus ? Quel message politique a-t-il à délivrer ? La question, je l'ai posée à l'ensemble de mes interlocuteurs aujourd'hui, et la réalité, c'est qu'eux-mêmes ne voient pas très bien quel peut être le message aujourd'hui, ce soir, en attendant l'épuisement du délai fixé par le président de la République lui-même, qui se fixe en semaine, puisqu'il s'agit d'attendre à la fois le Conseil constitutionnel et les travaux de la Première ministre. Voilà. Et donc, on imagine aussi que l'intersyndicale qui se réunit tout à l'heure, eh bien, le communiqué sera écouté avec beaucoup d'attention, parce que si l'intersyndicale décide de lever un peu le pied, si la CFDT, disons-le clairement, décide de lever un peu le pied, non, vous n'avez pas l'air d'y croire, Denis. Non, je pense qu'il incombe au gouvernement désormais, surtout si l'analyse qu'on fait de l'essoufflement est vraie, il incombe au gouvernement d'offrir une porte de sortie, en particulier à la CFDT. Depuis le départ, moi je trouve incompréhensible qu'un gouvernement qui veut réformer un domaine social aussi important ne trouve pas un point d'entente avec un syndicat réformiste de négociation et de coopération. Mais effectivement, et donc s'il humiliait aujourd'hui à supposer que sa victoire soit acquise, sous réserve des discussions sur le climat politique, mais à supposer qu'il enregistre une victoire, je crois qu'il serait dramatique d'humilier ses adversaires. Il faut qu'il trouve une porte de sortie.